de l'ENCHAD. Donc, euh, ce que vous allez pouvoir poser des questions via le module Q&R qui s'affiche en principe lorsque vous êtes sur l'outil de webconférence. Et donc, comme ça, on pourra répondre à vos questions. Et si le besoin se fait sentir, on peut aussi ouvrir vos micros qui sont coupés par défaut. Le webinaire est enregistré et vous pourrez le consulter ainsi que les webinaires précédents sur le site sur le site de l'ATIH, sur la page de la campagne ENC HAD. Donc on est sur le troisième module. L'objectif de ce module, c'est de revenir sur les erreurs méthodologiques, ou en tout cas les erreurs, on va dire, le plus fréquentes qu'on a pu déjà voir sur une première analyse de vos dépôts, puisque on a déjà réalisé la plupart des bilans intermédiaires, donc la plupart des établissements ont déjà fait un premier dépôt, ce qui nous a permis de faire un bilan et de revenir vers les référents ENC des établissements pour leur proposer un certain nombre d'améliorations, de corrections ou de justifications. Donc on commence les itérations entre les établissements et les superviseurs pour améliorer les données jusqu'à la version finale. Donc vous avez le lien ici en jaune qui permet d'aller sur la page de la campagne ENCHAD2 données 2022 euh, et sur lequel vous avez les deux autres webinaires qui sont disponibles ainsi que les présentations. Donc sur les deux premiers modules, on a vu comment accéder au tableau de contrôle, aux différentes ressources documentaires qui définissent la méthodologie de l'ENCHAD. Et puis ensuite, on a parcouru les tableaux de contrôle, les différentes rubriques de 1 à 4. On va revenir sur quelques tableaux de contrôle qui sont, à notre sens, les plus importants à vérifier, à valider ou à justifier. Et puis nous avions vu aussi, à la fin du module 2, l'utilisation de Visual UNC pour remonter aux séquences, pour remonter aux dossiers atypiques afin de soit justifier, soit corriger des données qui se révèlent être atypiques. Aujourd'hui, on va revoir quelques consignes de l'UNCHAD qui nous semblent importantes et qui vont vous permettre finalement de gagner du temps pour envoyer directement lors de votre autocontrôle, valider directement des données qui sont de qualité. Et puis, les principaux problèmes méthodologiques ou points d'attention, si on peut dire, euh, que l'on a constatés sur le début de cette supervision et qui en général sont euh, assez similaires d'année en année. Donc, on va aussi reprendre ce qu'on constate en général sur les campagnes ENCHAD. Donc, un rappel sur le calendrier. Donc on se situe effectivement au niveau de ici de la première validation anticipée qui était au 15 juin et la date de validation de première validation qui est au 30 juin, donc qui était la date butoir pour le respect du calendrier. Euh, pour ceux pour les quelques rares établissements qui n'ont pas encore déposé voilà, il est temps de le faire, puisque sinon, vous savez que d'après la Convention, il y a un certain nombre de pénalités qui s'appliquent. Ça, c'est pour le 30 juin. Et là, on est dans une phase de supervision avec un certain nombre d'itérations lors desquelles les établissements vont améliorer leurs données jusqu'à l'objectif du 30 septembre ou du 15 septembre si vous visez la validation définitive anticipée. Donc le dépôt finalisé, il repose non seulement dans un dépôt de données de qualité, mais également dans le fait de fournir et d'analyser et de fournir toutes les justifications aux questions que les superviseurs vous poseront, ainsi que aux fichiers d'ATP dont nous avons déjà parlé, dont nous reparlerons à la fin de notre session de ce jour.
Alors, afin de valider votre premier dépôt, il faut également, euh, au même moment, je dirais, mettre à disposition des superviseurs sur la gestion documentaire al fresco, les documents comptables qui permettent de justifier les données financières que, que vous avez déposées, les données de l'enquête de l'ENC. Donc pour les établissements ex-DG, il s'agit des éléments du compte financier, hein, et pour les éléments pour les établissements ex-OQN de la même façon, hein, bon, avec l'ajout aussi du rapport du commissaire au compte. Donc ça, c'est des choses assez classiques que vous fournissez chaque année. Il faut bien les déposer sur la GED Alfresco pour qu'on puisse valider que les éléments de la balance que vous avez remplis sont bien conformes à la balance comptable validée de l'établissement. Et de la même façon, il y a un certain nombre d'autres documents en plus, notamment RH ou notamment sur la SAE et d'autres éléments qui sont listés ici et dont vous avez reçu la liste par vos superviseurs qui nous permettent de valider que euh, les données sont conformes à euh, d'autres documents, je dirais, qui font foi notamment au niveau des ETP, qui nous permettent de valider que les données que vous avez complétées sont cohérentes. Je reviens un petit peu sur la charte qualité, puisque vous savez que c'est un des éléments quelque part, que vous engagez à respecter et qui permet également d'avoir des primes qualité au niveau de la subvention ONC. Donc, dans cette charte, il y a 5 points. Il y a le fait d'avoir des données PMSI de qualité. Donc ça, en général, lorsque vous démarrez la campagne, le PMSI est déjà clôturé et validé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien sûr anticiper et améliorer si d'une année sur l'autre, on voit qu'il y a des problématiques au niveau du PMSI qu'il faut corriger. Utiliser les versions des logiciels les plus récentes. Donc ça, c'est assez automatique parce que si une version de logiciel Arcane ou Aramis devient obligatoire, eh bien votre dépôt ne sera accepté que si vous avez utilisé ces dernières versions. Et puis vous avez dans le contrôle, parmi les premiers tableaux de contrôle, la vérification justement des versions de logiciels qui sont acceptées. Et enfin, lorsque vous ouvrez Arcane, eh bien, si une nouvelle version a été mise en ligne, vous en êtes informé avec la proposition de mettre à jour Arcane immédiatement. Le troisième point, c'est d'améliorer le découpage de l'établissement. Donc ça, c'est en fonction de recommandations que vous auriez eues s'il y a lieu au niveau de l'amélioration du découpage analytique. Eh bien, si dans vos recommandations de la campagne précédente, c'est quelque chose qu'on a mentionné, eh bien, ça fait partie de de la progression, de l'amélioration des données. Le quatrième point, c'est de respecter la méthodologie. Donc là, c'est les éléments du guide méthodologique de l'ENC ainsi que les consignes de campagne que vous pouvez retrouver sur la page de la campagne UNCHAD. Et enfin, progresser dans les recueils de données. Donc là, on va voir effectivement certains éléments chiffrés de la charte qualité qui sont les éléments en général que vous retrouvez enfin, que vous retrouvez le plus souvent et qui sont mentionnés dans les tableaux de contrôle. Donc, d'abord, premier critère, les indicateurs et les taux cibles à atteindre concernant le suivi au séjour des intervenants au domicile du patient. Donc, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est le suivi en montant pour chaque section intervenant. Donc là, c'est important. C'est vraiment chaque ligne de libéraux ou d'intervenants suivis au montant pour lequel il va falloir atteindre 90% de taux de suivi ou 80% si c'est une première année de participation. Ensuite, les intervenants suivis en minutes, eh bien ceux-là, c'est uniquement le cumul de l'ensemble des intervenants salariés mis à disposition suivis en minutes. Et donc, ça sera tout intervenant confondu. Donc, c'est bien
Euh, c'est important sur la première ligne pour les suivis en montant. Parfois, vous avez des tout petits montants pour des intervenants qui interviennent peut-être très ponctuellement sur l'année. Et si là, il vous manque quelques éléments, quelques factures, eh bien, vous pouvez éventuellement ne pas atteindre les 90% et ça remet en cause finalement l'atteinte de la charte qualité dans sa globalité. Donc, c'est là qu'il faut être assez vigilant, même sur les petites lignes, puisque sur les montants, sur les intervenants suivants montants, c'est chacune des lignes qui compte, alors que sur les intervenants suivants minutes, c'est la globalité, la dernière ligne du tableau de contrôle, hein. Donc ça c'est un point important. Le dernier critère, c'est les séjours avec passage d'intervenants. Et l'objectif, c'est 90% de séjours avec passage d'un intervenant à domicile. Ensuite, on a les taux cibles par rapport aux charges médicales au domicile du patient. Donc là, on a plusieurs regroupements. On a une partie de catégories de dépenses qui ont un taux cible de 90%. Il s'agit des spécialités pharmaceutiques facturables en sus, des produits sanguins, des médicaments sous ATU et du matériel médical à pression négative. Puis ensuite, on a un autre groupe pour lequel le taux de suivi, l'objectif, c'est 50%. Donc, c'est les spécialités pharmaceutiques non facturables en sus, le matériel médical, les consommables et sous-traitance. Et enfin, on doit avoir un taux global de suivi de charge à domicile, tout poste confondu, d'au moins 80%. Donc là encore, même chose, parfois vous pouvez avoir certaines lignes avec peut-être des montants faibles et donc une atteinte du taux qui parfois qui peut ne pas être atteint pour finalement des montants assez faibles, mais les taux sont en pourcentage et voilà devront être ces pourcentages sont fixes et doivent être atteints. La seule exception qu'il y a, c'est pour des dotations aux amortissements de matériel inférieur à 2000 euros, pour lequel, effectivement, on n'a pas forcément, on a un suivi qui est facultatif. Mais sinon, ces taux-là sont les taux à atteindre pour l'ensemble, pour ces différentes catégories de dépenses. Ça, vous le retrouvez après sur les tableaux de contrôle avec des cellules qui sont sur fond rouge lorsque vous avez une insuffisance, une non-atteinte du taux de l'objectif du taux de suivi. On va le voir juste après, on va revoir quelques tableaux puisque ça fait partie des tableaux de contrôle les plus déterminants. Juste pour rappel, au niveau de l'utilisation des tableaux de contrôle, au niveau des itérations, hein, donc le premier point important à retenir, c'est que vous devez faire un certain nombre d'autocontrôles avant de déposer, avant de valider vos données. Vous pouvez les redéposer, les corriger, commander les tableaux de contrôle. Et lorsque vous avez fait vos autocontrôles et que que vous considérez que vos données sont satisfaisantes et suffisante pour pouvoir être contrôlée par les superviseurs, à ce moment-là, et que vous avez déposé vos documents comptables sur la GED, à ce moment-là, vous pouvez les valider. Et lorsque vous faites valider établissement ici, le superviseur, lui, va sceller les données, vous ne pourrez plus les modifier, le temps de l'étude et de vous faire un retour, et ensuite il va les déceler pour que vous puissiez à nouveau vous dévalider et modifier les données, les enrichir et recommander des traitements, revalider, et ainsi de suite. Donc, c'est important pour certains d'entre vous. On, on vous a signalé que peut-être dans certains cas, les données n'étaient pas suffisamment précises pour pouvoir être analysées correctement lors de votre premier dépôt. C'est important euh, nous, on doit se prononcer au moment du bilan intermédiaire sur le fait que votre premier dépôt a une qualité suffisante pour pouvoir être analysé et pour pouvoir vous faire un retour sur les éléments d'amélioration. Donc, il ne s'agit pas juste de déposer, de faire un premier dépôt partiel et incomplet. Dans ce cas-là, nous, on vous demandera de refaire un premier dépôt jusqu'à ce qu'il soit satisfaisant au sens l'ensemble des onglets complétés avec des données qui sont suffisamment cohérentes, on va dire, pour pouvoir être analysées.
Alors, Donc, oui. désolée, je vous coupe 30 secondes. Si vous avez des questions, en fait, est-ce que vous pouvez utiliser le chat parce que le QNR ne s'affiche pas par défaut. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Donc, sur les ressources documentaires dont on parlait par rapport en introduction, sur la plateforme ENC, dont je vous ai remis le lien ici, mais que vous connaissez parfaitement, eh bien, vous avez la possibilité de télécharger tous les tableaux de contrôle. Juste en dessous, vous avez le guide de tous les tableaux de contrôle, qui est un document très utile pour pouvoir comprendre comment analyser ces tableaux de contrôle, ce qu'il faut vérifier, pourquoi ils ont été constitués, avec quel objectif. Et puis vous avez le lien en accès rapide de l'ensemble de la documentation de l'ENCHAD 2022 et des logiciels. Et sur la page de campagne ENC 2022, vous avez tous les liens qui vous permettent de revoir le lancement des campagnes ENC, les consignes de mise en œuvre, le guide des outils, enfin voilà, donc toutes ces choses-là, si vous l'avez pas complètement exploré, explorez bien cette page puisque elle contient beaucoup d'éléments de documentation et d'information et les vidéos des différents webinaires et les supports de ces webinaires. Donc les principaux problèmes méthodologiques rencontrés lors de la supervision, ou c'est plutôt, on va dire ici, des conseils pour que la supervision soit la plus efficace possible et que vous puissiez aussi gagner du temps. Donc, quelques conseils d'abord dans Arcane. Dans Arcane, quand vous complétez Arcane, dans l'onglet, vous avez un onglet contrôle de cohérence dans lequel vous allez avoir un certain nombre de contrôles pour lesquels vous aurez OK ou à vérifier. Le plus efficace pour tout le monde, c'est que dans la zone ici de saisie libre, vous complétiez les explications par rapport à ces contrôles qui seraient à vérifier ou voilà, si c'est pas OK, eh bien, on attend à ce qu'on ait une justification ici. Ça fera gagner du temps à tout le monde et ça permettra d'avoir dans votre arcane directement les justifications sans avoir à les chercher éventuellement dans le rapport de supervision. Ça permet de, voilà, et c'est quelque chose qui permet de gagner du temps pour tout le monde. Alors surtout si après c'est des choses que vous allez améliorer pour les prochaines versions, vous pouvez le noter ici. Pour l'instant, c'est pas OK, mais c'est en cours de correction ou d'amélioration par exemple. Ou alors non, ça correspond à des ETP pour astreinte, donc ça restera atypique et donc dans ce cadre-là, cette atypie, elle restera et donc ça, vous pouvez le noter dans ces zones de saisie. Donc maintenant, on va voir quelques tableaux de contrôle qui sont vraiment parmi les plus importants à valider. Certains sont vraiment essentiels et d'autres sont surtout pour atteindre les taux cibles. Donc il y a des choses assez basiques, mais qu'il faut que vous contrôliez à chaque envoi. On commence par cela, c'est vraiment des contrôles basiques, mais assez souvent, au fur et à mesure des mises à jour et de l'enrichissement de vos données, eh bien, on a un décalage entre les données Arcane et Aramis sur le nombre d'heures ou de passage, notamment des, euh, euh, des sections intervenants. Donc pour ça, c'est assez important que là, vraiment, on ait un écart à zéro strictement, puisque sinon c'est, voilà, je dirais que c'est pas très propre d'avoir un écart entre les deux, et derrière ça impacte les tableaux de contrôle qui sont pas cohérents, pas forcément, voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'automatique à valider, à revérifier à chaque dépôt pour que ça soit tout à fait propre. Pour pouvoir le faire, vous avez la possibilité depuis l'année dernière d'exporter les données d'Aramis qui permettront donc d'alimenter le nombre de passages et d'heures et de minutes au domicile du patient directement avec les éléments d'Aramis dans Arcane. Comme ça, vous n'avez plus de discordance entre les deux sources de données. Donc ça, c'est quelque chose
simple, mais juste à retenir. Et c'est la même logique au niveau des dépenses au domicile. Les dépenses au domicile qui remontent d'Aramis, donc ce que vous avez euh, généré dans les fichiers Aramis, qui vous donne le total finalement pour chacun des fichiers pour ces différents types de dépenses. Eh bien, ce qui ressort d'Aramis, c'est ça que vous allez mettre directement dans les charges suivies au séjour en phase 6 d'Arcane. Et donc là, ça vous permet là encore, d'avoir un écart strictement nul, euh, d'être complètement aligné entre les sources de données Aramis et Arcane. Un autre point à valider un petit peu préalable, c'est que donc depuis l'année dernière, il y a un traitement différent des charges liées à la réalisation de l'ENC, donc le temps ou les charges de prestation, s'il y en a, pour réaliser l'ENC, sont à valoriser dans une section activité hors études, activité euh, études hors études pour mettre les charges liées à la réalisation de l'ENC. Donc dans ce cas-là, vous créez cette charge, cette section, pardon, et vous mettez les charges à cet endroit ici et éventuellement les ETP correspondants. S'il n'y a pas de charge liée à l'ENC, enfin, expliquer ou justifier auprès du superviseur pour comprendre pourquoi ce qu'il n'y a pas de charge qui a été valorisée pour la réalisation de l'ENC, puisque l'idée c'est de sortir ce coût de la base de coût de l'HAD, puisque c'est une activité qui est hors HAD, d'une étude spécifique que vous faites, mais que les autres établissements, et lorsqu'on veut comprendre les charges HAD des autres établissements, eh bien, ils n'ont pas cette charge particulière de réalisation de l'ENC. Donc parmi les autres, je dirais, tableaux un petit peu de base à valider, pour lesquels on attend des explications, ça va être notamment l'évolution des charges et des ETP au niveau salarial ou au niveau des charges de personnel de manière générale, hein. Ça peut être aussi des intérimaires. Donc pour ceux qui sont suivis en minutes, l'idée c'est de voir dans quelle mesure on a une évolution des charges de personnel en lien avec l'évolution du nombre de minutes en termes d'activité. Donc si on a quelque chose qui est complètement décorrélé, par exemple une activité forte comme ici pour les infirmiers intérimaires, mais des charges qui sont plutôt à la hausse, eh bien là, on va avoir besoin de comprendre, d'avoir les explications pour valider que les explications entre ces évolutions qui semblent fortement décorrélées. Ça, c'est dans les tableaux 1-7, les premiers tableaux que vous avez de comparaison entre n et n-1 au niveau des tableaux de contrôle. Ensuite, il y a un fichier d'atypique qui est le document 4, qui est le rapport des atypies d'Aramis, pour lequel assez souvent on a peu d'explications. Donc c'est vrai que c'est un point sur lequel euh, il est important que vous puissiez nous fournir ces explications. On vous les demandera de toute façon. Donc l'idée, c'est de pouvoir comprendre parmi le rapport d'atypie d'Aramis, de voir dans quelle mesure ces atypies sont justifiables ou si elles sont bloquantes. Bon, si on a un montant supérieur à 5 000 euros et que ça concerne qu'un seul séjour, qu'une seule occurrence et que vous le justifiez en disant que c'est bien la réalité, eh bien, il n'y a aucun souci. Dans d'autres cas, on pourrait avoir, et plus on a un nombre d'atypies important et cette atypie pose question, voilà, plus ça sera important de nous fournir des explications par rapport à ces anomalies. Donc c'est vrai que c'est plutôt des atypies, dans certains cas, des atypies qui sont pas du tout bloquantes, et donc on vous demande de nous justifier ces atypies et de voir dans quelle mesure elles posent ou non problème par rapport à la qualité des données qui sont renseignées dans Aramis. Donc là, on arrive sur les taux charte qualité, donc le taux de suivi par montant de type de dépense. Donc c'est là où je vous disais que, par exemple, lorsqu'on a un problème
une ligne, un type de dépense qui ne correspond pas au taux charte qualité ici de 50% sur les consommables médicaux. On voit dans l'espèce que l'établissement est à 42% de suivi de ces consommables médicaux au séjour. Donc ça veut dire que on a identifié, on a pu rattacher des consommables médicaux en montant que pour 42% directement à des séjours spécifiques et que pour quasiment 60% de cette masse d'un million, on va devoir le reventiler sur l'ensemble des séjours sans distinction. Donc on comprend bien que l'idée, c'est d'être le plus précis possible pour affecter des charges le plus précisément possible, spécifiquement à des séquences, à des séjours, ce qui permet d'avoir ensuite un coût par séjour, un coût au séjour, un coût à la séquence qui est le plus précis, le plus proche de la réalité. Donc là, lorsque vous n'atteignez pas le taux de short qualité, eh bien, la cellule sera en fond rouge et vous allez avoir ici l'insuffisance de suivi, c'est-à-dire le montant de suivi qu'il faudrait améliorer pour atteindre les 50%. Donc là, en l'occurrence, pour les autres, on voit pour les autres lignes, on est conforme à la charte qualité, puisque vous avez ici l'objectif à atteindre et à côté le taux de suivi de l'ADN en question. Donc il est important aussi, parce que parfois il arrive, pour des raisons de provision, qu'il y ait des taux supérieurs à 100%, il faut également les justifier, tout autant que les taux inférieurs à la charte qualité pour qu'on puisse comprendre les raisons de taux qui seraient supérieurs à 100%. Donc ensuite, le taux de suivi au séjour des intervenants suivis en minutes. Donc comme on vous l'expliquait tout à l'heure, c'est un taux qu'on va regarder tout intervenant confondu. Donc vous avez en dessous euh, ici le taux qui est de 95% ici dans cet exemple, avec un taux charte qualité attendu de 90% pour toutes les minutes au domicile du patient, salarié et mis à disposition. Donc c'est bien ici cette dernière ligne que l'on va regarder. Quand bien même on aurait ici des kinés qui seraient qu'à 85% de taux de suivi, finalement ce taux va être compensé par les autres intervenants. Et donc on va regarder uniquement là, cette dernière ligne. Donc, ceci dit, en termes de suivi, pour nous, c'est intéressant de savoir sur chacune de ces lignes s'il y a des taux de suivi particulièrement bas, s'il y a des explications, quelles sont les explications qui font qu'on a un taux de suivi beaucoup moins bon, par exemple ici sur les masseurs kinés, même si ils représentent un ETP beaucoup plus assez minoritaire par rapport au total des effectifs de personnel. Donc, une des justifications, ça peut aussi être parfois le fait qu'ici, on va comparer à des heures théoriques et à 1607 heures. Donc, peut-être, on pourrait avoir éventuellement un décalage par rapport à ce nombre d'heures théoriques, hein, par rapport au nombre d'heures travaillées. Donc, ensuite, on est sur la même logique de taux de suivi d'intervenants, mais cette fois, euh, on va être ici sur le nombre, oui, non, c'est toujours le même tableau, mais c'est ici sur l'évolution de la part transport. Donc, c'est-à-dire que on est vigilant, mais bon, c'est une vigilance qui consiste à comparer le poids de la part transport et son évolution, puisque on ne voudrait pas qu'il y ait un transfert, on va dire, d'une partie du temps euh, qui serait éventuellement mal mesuré ou non mesuré sur la part soins vers la part transport. Donc pour nous, c'est important. Si on a un décalage total, que la part transport double d'une année sur l'autre, on va se demander si on n'a pas un petit peu essayé d'améliorer les taux de suivi voilà, en touchant à la part transport. Donc ça, ces éléments-là, voilà, il faut qu'on ait une cohérence, en tout cas sur cette part transport, ou en tout cas une explication si cette part transport évolue de façon assez importante d'une année sur l'autre. Donc là, c'est des éléments qu'on vous a rappelés, mais qui sont
qu'on a vu dans les précédents webinaires, hein. On veut comprendre les taux de suivi qui sont inférieurs à la charte qualité. On veut s'assurer qu'il y a une juste affectation du minutage entre la part soins au domicile et la part soins transport. Donc ça, c'est des éléments qu'on a besoin de comprendre. Ensuite, on aura aussi besoin de comprendre la part de temps et donc les d'intervenants qui ont été affectés sur la section de coordination BCMSS, charge d'intervenants pour les temps de coordination, hein, donc qui est la quote-part du temps de personnel qui habituellement travaillent et interviennent au domicile des patients et pour lequel ils ont des phases de coordination médicale, soignante ou sociale. Donc ça, c'est des éléments, là encore, dans la même logique. On ne veut pas que les établissements affectent une part, on va dire, le reliquat de temps qui serait non minuté automatiquement sur des temps de coordination juste pour améliorer le taux de suivi. Et puis éventuellement sur la section BCMSS personnel autre, pour les personnels qui sont affectables dans cette section-là, notamment la psychologue salariée pour le temps passé au bureau ou au téléphone. Et donc de justifier l'évolution du poids de la part transport. C'est les éléments sur lesquels il faut être attentif sur le tableau 2.5. On sait qu'effectivement, c'est un des tableaux les plus importants puisque c'est celui qui va ensuite, qui témoigne de comment les charges de personnel suivant en minutes sont ensuite affectées au niveau des différentes séquences de l'établissement. Donc ensuite, on passe sur les intervenants suivis en montant, le tableau 2.6. Et ici, on doit avoir sur chacune des lignes un taux de suivi qui est au moins de 90%. Donc ici, c'est là où il faut faire attention aux éventuellement petits montants, des petites lignes d'intervenants qui sont très ponctuels et pour lesquels vous n'auriez pas un taux de suivi dans Aramis au séjour qui soit extrêmement précis. Ensuite, on passe sur le recueil au séjour des charges médicales. Donc, on a dans les tableaux 7 un tableau qui nous donne la répartition par type de dépenses en montant par jour couvert par la livraison ou la dotation. Et ici, ça nous permet de voir finalement sur chacune des lignes Aramis, ramener au nombre de jours quelque part d'utilisation ou du consommable, par exemple, le montant minimum, la moyenne, la médiane, le maximum. Donc ça permet de nous assurer que sur ces lignes, on n'ait pas des erreurs du fichier Aramis, qui peuvent être des erreurs parfois d'unité, des erreurs voilà, liées à la génération de ces fichiers Aramis. Et donc ça nous permet de vérifier que le minimum n'est pas égal à 0, sinon il n'y a pas de raison d'avoir créé une ligne Aramis avec un montant à 0. Donc parfois, effectivement, il faut aller voir les décimales pour s'assurer que on n'est pas vraiment à 0, même si dans certains cas, on voit une valeur faciale comme ça avant de cliquer sur la cellule qui est de 0,0. Donc ça peut s'expliquer. Les établissements nous donnent des exemples en nous donnant certains consommables qui, ensuite divisés par une durée de livraison de dotation assez longue, font des coûts effectivement de l'ordre du centime. De la même façon, on va demander de nous expliquer les maximums, le maximum pour savoir avec des exemples pour quel type de consommable on peut arriver à des maximums avec des montants importants. Donc ça permet de s'assurer d'une certaine vraisemblance des montants de charges suivies au domicile dans les fichiers Aramis. Donc ensuite, on a cette fois pour les autres charges. Donc là, on peut avoir notamment les consommables médicaux hors liste traceur ou liste traceur. Donc c'est la même logique, on va dire, que tous ces tableaux 7 se ressemblent, mais ici on a une logique de voir quels sont le nombre de jours couverts par la livraison. Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on utilisait le coût ramené à la journée pour la livraison, c'est-à-dire que si vous faites une livraison pour une semaine pour 7 jours, eh bien on va ensuite
faire un coup à la journée. Là, ici, l'idée, c'est de voir quel est le nombre de jours couverts par la livraison qui ont été déclarés pour chacune de ces lignes Aramis. Donc là, on voit par exemple que ce soit pour des consommables médicaux, l'Istracer ou hors dehors de la l'Istracer, on a à chaque fois des lignes Aramis avec 7 jours. Donc là, on en tire la conclusion qu'à chaque fois, la dotation et la livraison, elle est pour 7 jours. Donc la question est de comprendre comment est-ce que c'est quelque chose de systématique ou est-ce qu'il y a des livraisons d'urgence ou de dépannage ou est-ce qu'il y a toujours finalement des livraisons d'avance d'une semaine qui font qu'il n'y a pas d'urgence à avoir. Voilà, donc là c'est de comprendre la vraisemblance du nombre de jours couverts par la livraison dans les fichiers Aramis et pour voir si ce montant-là est vraisemblable, enfin cette valeur-là est vraisemblable et elle couvre toutes les situations, que ce soit pas un montant, je dirais, que ce soit le reflet de la réalité, on va dire, des flux logistiques de livraison. Donc ouais, après, il y a certains établissements qui ont effectivement plusieurs lignes, 7 jours, 6 jours, 5 jours, 1 jour, 30 jours, voilà. Donc là, on va voir tout de suite sur ce tableau comment fonctionne, quel est le fonctionnement de la livraison des établissements. Donc parmi toujours les recueils au séjour, un des tableaux qui est assez intéressant à commenter, à justifier, et d'ailleurs qui apporte des éléments aussi comparatifs hein, par rapport à d'autres structures hein, d'HAD. Donc c'est le coût horaire des SA intervenants pour les suivis en minutes. Là ici, assez souvent on a des écarts importants sur les intérimaires, hein, puisque selon selon les négociations, selon les contextes, on peut avoir des coûts horaires assez différents d'une année sur l'autre et même par rapport à l'échantillon. Et ceci dit, on a besoin que vous puissiez nous expliquer un petit peu le contexte pour valider que ces coûts intérimaires sont plus ou moins vraisemblables. Donc, sachant que on a toujours un regard sur la volumétrie en termes de montant, hein, si on est sur quelques milliers d'euros et quelques dizaines d'heures, eh bien, c'est vrai que une variation importante nous paraîtra d'autant plus vraisemblable pour des petits montants et un petit volume horaire. Ensuite, pour des personnels salariés avec des gros montants et des gros volumes horaires, eh bien, on s'attend effectivement à avoir des explications pour l'évolution du coût horaire, si cette évolution est particulièrement importante ou si elle est particulièrement en décalage avec la moyenne de l'échantillon de l'année précédente. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici dans la dernière colonne, c'est la moyenne horaire du coût horaire de la campagne précédente. Donc ça, si on a un coût atypique, on a comme élément à vérifier le nombre d'heures dans Arcane, donc, et notamment la cohérence entre ce nombre d'heures entre Arcane et Aramis, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est bien mis à jour Arcane avec le bon nombre d'heures provenant du fichier Aramis. Et puis également la répartition des ETP entre les sections domicile et transport, voire éventuellement BCMSS si le personnel est concerné pour cet intervenant avec le tableau de contrôle 2.5. Donc ça, de toute façon, ça pourra être éventuellement, si on est en décalage important, soit par rapport à l'année précédente, soit par rapport à l'échantillon, ça fera l'objet d'une section à justifier dans les fichiers d'Atipi. Atipi, enfin SA en Atipi, que vous devrez fournir pour la supervision. Donc de toute façon, ça sera des éléments que vous aurez à expliciter. On a ensuite le tableau 11 sur les fonctions support et particulièrement le zoom sur les sections de coordination, hein, bilan de coordination médicale et sociale, BCMSS. Donc ici, ce que l'on va regarder, c'est notamment le coût par jour de l'année N et N-1 et la variation de ce coût par jour et la variation par rapport à l'échantillon. Donc ce qui permet de voir un petit peu comment
quel est votre type d'organisation par rapport d'une année sur l'autre et par rapport à l'échantillon ENC. Donc, un des points qui nous intéresse le plus, c'est la ligne charge d'intervenant pour les temps de coordination. Elle est assez variable d'un établissement à l'autre. Elle va dépendre de plusieurs éléments, mais notamment du recours plus ou moins important à des salariés. Si vous avez très peu de salariés, vous allez avoir naturellement beaucoup moins et que vous faites donc appel beaucoup plus à du personnel extérieur, eh bien libéral ou intérimaire suivi en montant. Eh bien dans ce cas-là, ces personnels-là sont beaucoup moins vont avoir extrêmement peu de charges pour des temps de coordination par définition. Alors que donc plus vous allez avoir finalement recours à des salariés et plus potentiellement cette ligne va représenter un coût par jour important. Donc ça, cette ligne, elle peut être extrêmement variable d'un établissement à l'autre. Et puis les autres lignes, les assistants sociaux ou personnel autres, ça dépend réellement du personnel que vous avez mis en place euh, pour, par rapport aux besoins des patients euh, hospitalisés dans votre structure. Donc ça, c'est ce que nous, on va faire en particulier, c'est vous demander le détail des ETP et des fonctions, des métiers et personnels qui sont affectés dans ces sections, notamment personnel autres. Donc juste pour rappel, l'idée c'est on vous a remis ici les diapos qui sont déjà dans les documents, dans les consignes ENC, mais juste pour vous rappeler ce qu'il doit y avoir dans les sections BCMSS, puisque depuis l'année dernière, on a fait un suivi particulièrement rigoureux de ce qu'il y avait notamment dans le personnel autre pour bien être cohérent entre toutes les structures HAD. Donc, on va retrouver ici dans ces sections les charges de personnel liées à la phase de coordination médicale, soignante et sociale, aux réunions de bilan périodique afin d'évaluer le patient et les soins délivrés, aux activités relatives à la formation professionnelle des personnels et la vie institutionnelle de l'établissement, participation à des comités, des réunions. Et c'est pour ça que ces éléments-là, si vous faites appel essentiellement à des libéraux, eh bien on va avoir beaucoup moins de charges de personnel liées à ces activités-là. Donc, dans la section BCMSS, médecins et infirmiers coordinateurs, on va retrouver les charges de personnel de coordination, médecins co, infirmiers co, cadre infirmier, qui remplissent des fonctions de direction et de gestion de personnel soignant. Et ce que l'on avait demandé depuis l'année dernière, c'est de mettre également les charges d'infirmiers de liaison dans cette section, pour que tout le monde puisse les affecter au même endroit, étant donné que c'était une profession et on va dire des rôles au sein des HAD qui avaient vocation à se développer, étant donné les dernières mesures d'organisation et notamment d'évaluation des patients anticipés. On arrive ensuite sur cette fameuse section dont je vous parlais de BCMSS, charge d'intervenant pour les temps de coordination. Là, c'est la quote-part pour les personnels salariés qui travaillent habituellement au domicile pour des phases de coordination. On a parlé réunion de bilan, formation, vie institutionnelle, etc. Donc, pour la coordination des intervenants libéraux, si le temps de coordination hors domicile est réalisé par les intervenants libéraux est significatif, et si ces charges sont facturées de façon spécifique et non comptabilisées parmi les honoraires de passage au domicile du patient, eh bien, c'est là qu'on va les... Donc, on voit bien que c'est quand même assez rare et assez plutôt une exception de devoir mettre des charges liées aux intervenants libéraux dans cette section-là. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui nous amène donc à bien comprendre si l'évolution des ETP, des charges de cette section a des variations importantes d'une campagne sur l'autre, à comprendre les dynamiques qui ont causé cette évolution. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions à les poser sur le chat, hein. Donc ensuite, on arrive sur la section BCMSS assistance sociale.
Donc là, c'est la totalité des charges de l'assistance sociale qu'on affecte ici par convention. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Sur personnel autre, ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que dedans, on va retrouver les charges de secrétaire médical, hein. Donc certains, dans le passé, les mettaient dans l'accueil et gestion des malades, la section AGM. Donc là, c'est bien dans BCMSS personnel autre qu'on met les secrétaires médicales. Et la psychologue salariée a une partie de son temps, le temps qui est passé au bureau, en recherche ou au téléphone, dans cette section-là. Et la partie passée au domicile du patient, eh bien, dans les sections au domicile du patient. Donc ça, c'est important, puisque si vous affectez pas la quote-part au bureau de la psychologue salariée, vous risquez de pas atteindre le taux de suivi parce que vous n'avez pas respecté cette consigne de méthodologie. Donc nous, on va particulièrement demander le détail ou regarder dans les documents que vous nous fournissez les fonctions des personnels qui sont affectés en BCMSS autres. On arrive sur les séjours atypiques, les séjours aux séquences sans passage d'intervenant. Donc ça, c'est un critère de la charte qualité comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on doit atteindre 90%. Par exemple, ici, on est sur un exemple où on a 26% des séjours qui n'ont pas de passage intervenant. Donc là, en l'occurrence, le taux de suivi, c'est 100% moins 26, donc c'est 74%. Et donc, c'est pas le taux attendu au niveau de la charte qualité. Donc là, il y a différentes choses. Si vous avez ici un taux qui n'est pas conforme à la charte qualité, différents éléments à vérifier. Donc déjà, c'est l'évolution par rapport à l'année précédente, hein. Si on voit que l'année précédente, dans cet exemple-là fictif, c'était 0%, alors là, d'un coup, on passe à 26%. Est-ce qu'il y a un défaut de recueil dans la remise des passages intervenants ou est-ce qu'il y a autre chose? Bon, donc, il faut qu'on essaye de comprendre. L'objectif de ce tableau de contrôle est de vérifier que les fichiers Aramis sont exhaustifs et qu'on n'a pas, qu'il nous a pas manqué toute une série de lignes Aramis avec les passages intervenants. Donc, euh, en général, plus vous avez un taux de suivi d'intervenants qui est dégradé et non conforme, et plus vous avez des séquences sans passage, parce que ça veut probablement dire que vous avez une partie des passages qui n'ont pas été minutés, et donc qui ne pourront pas être rattachés à des séjours, des séquences spécifiques, alors que c'est l'objectif de l'exercice de l'ENC. Ensuite, on peut regarder, puisqu'il peut y en avoir, et ça peut être tout à fait justifié d'avoir un certain nombre de séjours ou de séquences sans passage d'intervenant. En l'occurrence, on va avoir un autre tableau en dessous, le 10.1b, qui va nous donner en fait la nature, les libellés des GHPC concernés par ces séjours ou séquences sans passage d'intervenant. Et donc, dans un certain nombre de cas, ça peut se justifier. Et ça peut se justifier d'autant plus que on a une durée moyenne sans passage intervenant qui est courte. Donc, on peut avoir dans certaines prises en charge des situations où on n'aura pas sur des petites séquences, on n'aura pas de passage intervenant. Et donc, la- l'int- la- l'analyse de la nature des GHPC concernés par l'absence de passage intervenant, ben, nous sera intéressante. Donc, on a besoin, voilà, de la vision terrain de l'HAD pour nous dire, eh bien, dans ce type de prise en charge, dans ce type de protocole, il arrive qu'on n'ait pas de passage pour telle ou telle raison. Donc ensuite, si on n'arrive pas à trouver d'explication, on va chercher dans Visual ENC, on aura la liste des séjours des séquences pour lesquelles on n'a pas de passage, et on va pouvoir vérifier si c'est vraiment le cas. Si c'est vraiment le cas quand vous remontez au dossier, quand vous allez chercher dans le dossier ce qui s'est passé, eh bien, si vous voyez qu'il y a des passages, eh bien, et qui sont pas dans Aramis, eh bien, c'est qu'il y a un défaut dans la constitution des fichiers Aramis. Et s'il n'y a réellement pas de passage, d'essayer de comprendre, voilà, dans quelles conditions cette situation s'est passée. Donc ça, c'est un point vraiment important pour lequel il nous faut des explications. Alors, je vous ai pas fait tous les... Il y en a d'autres, hein, bien sûr, des séjours atypiques, mais ceux sur lesquels on a le besoin de plus d'explications terrain ou d'explications
si c'est défaut de recueil, si c'est des situations de soins particulières. Ce sont effectivement ces tableaux qu'on a sélectionnés. On a aussi sélectionné donc le 10.5 avec avec plus de 6 heures de soins d'intervenants suivis en minutes sur la journée. Donc là, on considère qu'effectivement c'est un volume horaire extrêmement conséquent et on veut s'assurer qu'il n'y a pas eu une erreur de saisie ou une erreur dans le fichier. Donc de vérifier qu'on a a priori un petit nombre de séquences concernées par cette très grande charge en soins à la journée. Donc la première chose dans le tableau, c'est qu'il y a une distinction entre les patients qui ont moins de 60 en termes d'ICA, donc qui vont être les plus lourds, et ceux qui ont le plus de 60. Donc sur ceux qui ont le plus de 60, quand on arrive sur un taux de 0, ça nous paraît relativement cohérent, puisqu'en général, ça va être plutôt des patients très lourds en termes d'ICA qui vont avoir ce nombre de journées avec cette charge en soins très importante. Et ensuite, on va voir effectivement ici la volumétrie de journée concernée par cette charge de soins importante. On va pouvoir voir aussi le nombre d'intervenants différents par jour, puisque là, on a cumulé tous les intervenants pour arriver à ces 6 heures de soins. Donc ça nous permet aussi également de voir aussi le nombre de passages. Ces éléments nous permettent d'appréhender s'il y a eu qu'un seul intervenant et un seul passage et que ça a été donc plus de 6 heures, ça nous paraît d'autant moins vraisemblable. Alors que s'il y a eu plusieurs passages et plusieurs intervenants, eh bien, effectivement, on peut comprendre que dans la prise en charge, on a eu quelque chose qui est tout à fait réaliste. Donc ça, c'est des éléments que vous allez nous expliquer également sur ce type de prise en charge avec une vision beaucoup plus terrain. Donc on arrive justement aux justifications des atypies. Ici, on les a un petit peu touchés du doigt avec ces deux tableaux-là. En réalité, comme on l'a vu au deuxième webinaire, les documents pour l'analyse des atypies, eh bien, ils sont là. Il y en a trois, hein. Le document 8, c'est l'analyse des SA intervenants en atypie. Ensuite, l'analyse des SA de logistique médicale, logistique générale en atypie. Et ensuite, l'analyse des GHPC en atypie. Donc, le document 9, c'est celui-là qui est nouveau pour cette année. Et puis, mais bon, il concerne pas un nombre de SA très nombreux, je dirais, pour des établissements HAD. Les plus, je dirais, importants à justifier, ceux le plus souvent source d'ATP, ça reste les SA intervenants et les GHPC en ATP. Donc là, le mécanisme, vous le connaissez, hein. On analyse les atypies. À chaque fois que vous déposez des données avec les tableaux de contrôle, se génèrent les trois fichiers d'atypie pour lesquels vous allez devoir compléter la colonne justification de l'établissement. À partir de ce moment-là, soit vous corrigez ces atypies parce que c'est des anomalies de recueil, c'est des anomalies que vous corrigez ou vous améliorez les données Arcane et Aramis, soit eh bien, ce sont des atypies tout à fait réelles et vous documentez les situations terrain qui justifient ces atypies. Ce qui est très important, c'est de bien fournir, mettre à jour ces justifications jusqu'au dernier dépôt validé, parce que lorsque vous faites des corrections, des ajustements, eh bien, la liste des atypies peut varier, et donc il faut que dans le fichier d'atypies que vous recueillez, que vous complétez, vous allez avoir dans la dernière colonne la date du dernier traitement, et donc ça doit être la date du dernier dépôt. Donc il faut mettre à jour cette analyse d'atypie en fonction de vos envois successifs. Donc on va dire que c'est plutôt lorsque vous sentez que on est quasiment sur le dernier dépôt que vous allez travailler sur des atypies et que la liste donc s'est stabilisée. Donc ces trois documents, on en a parlé. Vous avez les noms ici que vous retrouvez dans l'archive ZIP que vous pouvez récupérer avec tous les tableaux de contrôle. Et donc c'est ces tableaux-là pour lesquels vous allez devoir compléter cette fameuse colonne commentaire d'établissement. Donc si on prend là des exemples d'ATP sur les SA intervenants, on a par exemple des coûts horaires qui seraient supérieurs à 50% de la référence ENC. Donc c'est des exemples tels que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure,
où par exemple on aurait un coût horaire d'une aide-soignante intérimaire qui serait supérieur de 50% au coût moyen de l'échantillon M-1. Donc là, dans ce cas-là, vous allez expliquer cette atypie et valider qu'elle représente bien la réalité en nous donnant les éléments d'explication. Donc c'est là que vous allez retrouver aussi éventuellement des variations de BCMSS, personnel autre, qui seraient particulièrement importantes, et ainsi de suite. Vous avez toute la liste ici des atypies qui sont contrôlées et qui vont s'afficher si il y a une variation de plus de 50%, soit par rapport à l'année précédente, soit par rapport à la référence UNC. Donc ensuite, le superviseur, lui, va donner son avis sur votre explication, sur votre justification. Est-ce qu'il considère qu'elle répond et qu'elle est plausible, ou est-ce qu'il considère que vous n'avez pas tout à fait répondu à cette atypie et que c'est quelque chose qu'il faudra essayer d'élucider euh, pour la prochaine campagne si vous n'en avez pas eu la possibilité à cette campagne. Donc là, le fichier d'ATP, le document neuf qui est nouveau cette année, celui-là va justement se baser sur des sections, soit de LGG ou de LM, qui seraient en ATP, donc avec des écarts importants par rapport, on va dire, à la répartition des coûts de ces sections au niveau du référentiel ou de l'année précédente. Donc enfin, l'analyse des atypies qui est la plus, je dirais, celle qui prend le plus de temps en général, c'est l'analyse des GHPC en atypie. Cette liste, elle peut être plus ou moins longue. Pour certains d'entre vous, on peut avoir une vingtaine, une trentaine de lignes. Donc c'est vrai que ça peut prendre un certain temps pour creuser ces différents cas, ces différents dossiers et apporter des justifications. Donc ici, lorsque vous avez un écart, soit par rapport à l'année précédente, soit par rapport au référentiel ENC, je dirais qu'il y a ce qu'il faut faire avant tout, c'est déjà de regarder sur quelle composante du coup se porte cette évolution. Donc là, vous allez pouvoir aller voir dans les tableaux de contrôle 14.5 ou dans tous les fichiers de coûts décomposés des GHPC que vous avez à disposition dans l'archive zip, vous allez pouvoir comprendre est-ce que cet écart il vient euh, par exemple d'une spécialité, enfin d'un coût au domicile, par exemple une molécule particulièrement onéreuse sur une année qui l'année précédente ne l'était pas. Voilà, vous allez pouvoir identifier sur quelle partie du coût et bien est-ce qu'on a cette évolution atypique soit par rapport à l'année précédente, soit par rapport au référentiel ENC. Donc ça, vous avez tous les éléments pour faire cette analyse. Donc c'est à minima, il vous faut faire cette analyse parce que si cela porte sur un traitement particulier, une spécialité pharmaceutique particulière, eh bien, c'est relativement fréquent que ce soit le cas, puisque dans certains cas, on a des spécialités pharmaceutiques qui sont très coûteuses et qui vont pour plusieurs milliers d'euros, et donc qui vont faire un impact sur le coût journalier particulièrement important. Dans d'autres cas, ça va être les charges d'intervenants au domicile parce que le patient était particulièrement lourd, qu'il avait besoin de plusieurs intervenants, etc. Donc, en fonction de ces situations, c'est important que vous puissiez les documenter à minima en allant voir la structure du coût et ensuite en allant dans Visual ENC, voir remonter au dossier, avoir le numéro de dossier pour remonter au dossier et voir quelle était la situation de soins qui a nécessité ces coûts-là et de vérifier que l'explication, la situation. Donc ça, il y a des établissements qui font des analyses de ces GHPC en atypique qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement détaillées, et donc qui vont reprendre pour ce GHPC, pour ces 23 séquences, il y a eu 4 patients, on a eu tel ou tel patient qui a eu ce coup partiellement atypique parce que il a eu tel type de molécule qui prend un coup de temps, etc. Dans un certain nombre de cas, ça permet aussi de repérer des erreurs, hein. Donc, il y avait une erreur il y a quelques années où en fait l'erreur c'était une erreur d'unité, donc le coût était renseigné par millilitre et en fait l'unité avait été le litre et donc on avait un rapport fois 1000 et donc on se retrouvait avec on pouvait avoir
un, un coût à plusieurs centaines de milliers d'euros d'une spécialité pharmaceutique qui n'était pas la réalité. Donc, euh, ces contrôles-là, ils permettent de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur dans des affectations de charges au séjour. Et puis, ils permettent d'expliquer euh, voilà, des coûts moyens qui seraient particulièrement atypiques. Donc, l'autre élément à prendre en compte, c'est la colonne nombre de séquences. Bon, quand vous n'avez que, par exemple, à 2 séquences, eh bien, c'est vrai que la moyenne et un nombre de journées, là, par exemple, de 35, la moyenne du coût par journée pour cette année-là va être assez peu significative d'un point de vue statistique. Donc on peut avoir effectivement des GHPC avec très peu de séquences, très peu de journées, sur lesquelles la comparaison, soit par rapport à l'année précédente, soit par rapport au référentiel ENC, n'est pas tout à fait probante. Donc sur cela, vous pouvez passer moins de temps et effectivement dire là, on n'a qu'un seul patient, ou on n'a que 2 patients, et effectivement, c'est pas vraiment comparable, c'est pas vraiment pertinent. Donc sachant que dans la liste, on affiche que lorsque les journées sont au moins sont supérieures à 30 au niveau de l'année N. Donc il y a déjà un filtre, mais ce que je vous incite à regarder, c'est aussi le nombre de séquences ici, puisque ça nous donne quelque part une idée de si on a peu de patients potentiellement ou peu de patients. Et donc, quelque part, ça nous donne une idée de, 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 de la pertinence d'un coût moyen sur ce GHPC pour l'établissement. Donc là, de la même manière, vous allez compléter ici dans la colonne établissement des explications par rapport à ces éléments. Lorsque dans le rapport de supervision de l'année précédente, on vous a suggéré de renforcer cette analyse des atypies, eh bien, ça veut dire que vraiment on s'attend à ce que cette phase-là progresse. Et donc, nous, on mettra après dans le commentaire du superviseur si l'on trouve que les justifications, le travail qui a été fait a été suffisamment poussé ou si ce travail laisse encore un certain nombre de questionnements pour lesquels voilà, on a besoin on aurait besoin que ça s'améliore à terme pour avoir confiance sur le fait que le recueil de données est de qualité. Donc voilà, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que tout à la fin de ce tableau, on a la date euh, du fichier d'ATP du dernier traitement, et donc on doit être sur la version, lorsque vous validez votre version finale, qu'elle est validée, eh bien on doit avoir ce fichier à jour, puisque ce fichier, il évolue si vous faites changer un certain nombre d'éléments dans vos données. Voilà pour ce qu'on voulait vous montrer. Donc ici, c'est un point au 2 juillet des envois. Donc sur 38 participants dans la campagne 2022, on en a donc 33 qui avaient fait une première validation au 30 juin. Et d'ailleurs, dont une très grande partie avait fait une validation au 15 juin. Euh, donc voilà, dedans on n'a pas identifié sur ce total ceux qui avaient une validation conforme on va dire à la convention, c'est-à-dire une validation suffisamment, je dirais complète pour être considérée comme une vraie première validation. Donc il y a quelques dossiers sur lesquels et les établissements sont informés sur lesquels on a demandé de refaire une validation avec tous les onglets complétés euh, le plus rapidement possible pour ne pas avoir de pénalité. Et puis il y a quelques cas où il y a un seul cas, à ma connaissance, où il y a un problème technique qui est en train d'être traité, pour lequel voilà, l'envoi sera prochainement réalisé. Et puis quelques retardataires, voilà, pour lesquels on attend les données. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vous rappelle que votre interlocuteur principal, c'est votre superviseur, euh, que s'ils prennent des congés, ils vous en informent, ils vous adressent l'email de la personne qui prend le relais. Vous pouvez toujours également, en général, pour un certain nombre d'entre vous, vous recevez mon email euh, lorsque c'est moi qui prends le relais également. Donc, ces éléments-là, ce que je vous encourage à faire, comme chaque année, c'est de bien prévenir votre superviseur du moment auquel vous souhaitez, vous envisagez de faire vos dépôts finalisés, ce qui permet ensuite d'avoir des échanges relativement rapprochés
entre l'analyse du superviseur, vos corrections, pour aller relativement vite et que ça s'étale pas sur une période trop longue, puisque si, alors on sait bien que lorsque ça s'étale sur une période trop longue, bien, chacun prend du temps à se remettre dans le dossier, donc on est un peu moins efficace. Donc si on peut, dans cette période qui démarre, qui a démarré, où un certain nombre d'entre vous et d'entre nous vont prendre quelques congés, si on peut essayer de se caler le mieux possible, ça fera gagner du temps et de l'efficacité à tout le monde, puisque nous, on est contraints après à des délais pour réaliser nos rapports de supervision, et donc on a besoin, en particulier, d'avoir vos retours. Donc, si vous validez avant de partir en vacances, c'est pas la meilleure approche, puisqu'on devra faire un rapport sans avoir toutes les explications. Donc, ça, c'est un point, voilà, que je vous rappelle pour une bonne organisation avec le superviseur et pour que l'on puisse avoir une bonne qualité de données, de rapports de supervision, de se coordonner sur les dates auxquelles vous comptez faire vos validations et, euh, et pour que vous puissiez ensuite anticiper le fait que vous allez avoir ensuite des justifications, des éléments d'explication à apporter dans les jours qui suivront votre dépôt. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat.